Salut les gens! Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances? Ouah, parlez pas de ça en même temps. Eh bien moi, je me suis rematé un bon vieux dessin animé que tout le monde adore, et si tu n'as jamais vu de cette série, tu as raté ta vie, tout simplement. La meilleure adaptation animée du Chevalier Noir! Toujours meublé en début de vidéo, c'est très important. Oh putain, ce générique! Tiens bah j'en ai même renversé mon verre de lait sur la vidéo. Donc voilà, pendant mes vacances, petit retour nostalgique sur une série que j'adore et que vous aimez, j'en suis sûr, tout autant que moi. Alors au début, je voulais faire un top 10 des ennemis de Batman, mais en fait, bon, le Joker, Harley Quinn, l'empoisonneuse et l'épouvantail, Double Face, Catwoman, le Sphinx, Mr. Freeze, Bane, le pingouin. Quelle originalité! Voilà quoi, ça aurait été un top 10 avec des ennemis classiques et tout le monde les connaît. Et même si j'avais fait un top 10 de mes méchants préférés, il y aurait eu quelques changements, mais rien de bien folichon, ça n'avait donc pas un grand intérêt. Alors je me suis dit que j'allais plutôt parler des ennemis méconnus de Batman, que n'a pas cité ce Sherling the Sun dans son point culture sur Batman. Je tiens à préciser que les ennemis que je vais évoquer apparaissent dans la série de 92 et dans les nouvelles aventures de Batman, qui suit quand même la première série, et que ce ne sont donc pas uniquement des ennemis présents dans les comics, déjà que j'en ai pas lu un seul. À mon avis, seuls les fans les plus hardcore les connaîtront tous, ou au moins je dirais 2 d'entre eux, et si je parle bien des séries animées, c'est pour que ce soit accessible facilement au plus grand nombre, si vous voulez voir vous-même de quoi il en retourne exactement. Alors, comme je sens que certains d'entre vous vont me poser des questions, je vais y répondre maintenant, et ensuite je passerai au top 5. Déjà, pourquoi un top 5 et pas un top 10 ? Eh bien parce que je voulais quand même parler de méchants dignes d'intérêt. Non, parce que si en 10ème position on a un ennemi lambda genre un cambrioleur de merde qui n'a même pas de nom et qui apparaît dans un seul épisode pendant 30 secondes, bon, c'est nul, ça sert à rien. Et la deuxième question, certains l'auront sûrement remarqué, j'ai parlé de Batman, des nouvelles aventures de Batman, mais pas de la série de 2004. Oui, je l'admets, j'ai beau avoir souvent un avis marginal, mais c'est vrai que les dessins sont pas terribles. Cela dit, faut voir un peu au-delà de ça, tout n'est pas à jeter, soyons objectifs. Si j'avoue, la première fois que j'ai vu les dessins, je ressemblais à ça, comme que la chirurgie ça paye, lol, mais je veux dire, les génériques par exemple, ils sont vraiment pas mal. Déjà, ça, c'est la putain de classe. L'opening des saisons 3 et 4 est plutôt sympa, avec une ambiance très moderne, qui fait technologie, gadgets et tout. Mais mon petit coup de cœur est quand même l'opening des saisons 1 et 2. Bon, déjà, un générique de Batman qui commence et termine par des bruits de chauve-souris, je trouve ça cool. Puis il a vraiment une ambiance que je crois ne pas avoir retrouvée ailleurs. Non, sincèrement, je pense qu'il faut vraiment redonner une chance à ce dessin animé. Par exemple, Mr. Freeze n'a jamais été aussi badass. Killer Croc ressemble enfin à un crocodile. Non, parce que c'est pas pour dire, mais la meilleure série de Batman, ça ressemble à rien. Et dans les nouvelles aventures, les dessins sont plus moches, mais au moins il est vert. Comme tout crocodile dans l'imaginaire collectif des enfants. Non, vraiment, je suis désolé, mais ça... c'est pas un crocodile, c'est une putain de gargouille. Sincèrement, on critique beaucoup la série de 2004, mais les anciennes séries avaient elles aussi leurs ratés, même celle de 92. Même avec tout le bien qu'on peut en dire, elle n'est pas parfaite, et les nouvelles aventures encore moins. Alors, les nouvelles aventures, il y a des épisodes qui restent très bons, comme il y en a d'autres qui sont totalement dispensables. Mais c'est surtout au niveau des dessins où quand même ça craint pas mal. Genre Bruce Wayne, on est passé de ça à ça. Voilà, donc je rappelle que les nouvelles aventures se déroulent après, et pourtant Bruce fait plus jeune, s'est fait un lifting et n'est clairement pas aussi charismatique que son homologue de 92, ses yeux ont même changé de couleur entre temps. Batman, on est passé de ça à ça, voilà, l'ancien design était trop compliqué à reproduire. Le Joker, alors là c'est une catastrophe, on passe d'un psychopathe fou à un pivert. Non vraiment, peut-être que vous trouvez la version de 2004 moche, mais reconnaissez au moins que lui ressemble à un clown, un bon clown psychopathe. Des couleurs bariolées, un sourire de psychopathe, des yeux rougeants, la forme de ses cheveux. Non, vraiment, il a tout d'un bouffon. Voilà, ça c'est le Joker. Pas ça, pas ça. Gagné, perdu. Et même sans parler de la version de 2004 si vous voulez, comparons la version de 92 et des nouvelles aventures. Déjà au niveau des couleurs, violet, orange, bleu, rose, et ici, violet et vert. Waouh, mais c'est super varié. Mais surtout son visage, bordel de merde. Sérieusement, le Joker est censé être le méchant le plus expressif. Les lèvres rouges, les dents et les yeux jaunes, des contours noirs, et là, il a même pas de lèvres, et ses yeux sont... il a pas d'yeux non plus. C'est comme si on lui avait percé les yeux. Il est mort à l'intérieur, il a un regard vide. Enfin bon, le massacre ne s'arrête pas là. Voici l'empoisonneuse dans les nouvelles aventures de Batman. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Ivy? Comment on a pu passer d'une jeune femme super canon à ce truc qui ressemble à rien? Sérieusement, vous avez l'impression que cette version est la reine des plantes? Je veux dire, la version de 2004 est quand même bien mieux.
la peau jaunâtre, verdâtre, une robe faite de feuilles, des cheveux en forme de rose. Le design peut paraître simpliste, mais perso je trouve ça cool. En plus, à l'instar du Joker, elle semble plus offensive, ce qui n'est pas pour me déplaire. Puis j'adore sa voix VF. Ça fait très supérieur, très « je suis en train de me foutre de ta gueule ». Oui, alors les filles, dans Batman, une meuf comme ça, c'est cool. Mais dans la vraie vie, non. Tiens, en parlant de voix, un aspect très sympa de la version 2004, c'est quand même de réécouter des voix qu'on connaît, comme celle du Joker ou du Pingouin, et ce ne sont pas les seuls personnages à retrouver leur voix. Et en parlant du Pingouin, oui, j'enchaîne les transitions, moi, sérieusement, les nouvelles aventures de Batman. Non, ça c'est pas un pingouin, enfin un manchot, ça c'est juste un nain qui a un nez long. La version de 2004 est quand même nettement mieux, vous pouvez pas le nier. Et Catwoman, oh là là. Bon, c'est pas comme si son costume pétait la classe dans la série de 92, mais il y avait quand même quelques détails, du gris, du noir, des trous pour les yeux, et dans les nouvelles aventures, c'est... noir. Il y a que du noir, il y a trop de noir. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Non mais voilà, il n'y a pas grand chose à sauver dans les nouvelles aventures. À la limite, l'épouvantail qui... oui, dans la série de 92, sa tête qui ressemble à un sac à patates n'apparaît qu'une seule fois dans le premier épisode où on le voit et c'est tout. Je sais pas pourquoi ils ont... Enfin bref, la série de 92 renforçait le côté, épouvantail, alors que les nouvelles aventures, comme ça ne fait que le travail à moitié, renforçaient le côté épouvante. Ouais, elle était facile celle-là. Donc la série de 92 renforçait plus le côté mannequin, tandis que les nouvelles aventures renforçaient le côté effrayant. Moins effrayant que le Babadook quand même, et après tout, la peur est l'élément qu'il utilise à chaque fois contre ses ennemis, donc c'est cool. Donc voilà, c'est une approche différente, mais ça passe, elle est intéressante. Bien, c'était donc une grosse parenthèse, mais je me sentais obligé de la faire, parce que vous me connaissez, je déteste quand on critique injustement une chose, donc non, si je ne me suis pas maté la série de 2004 pendant les vacances, c'est parce que je voulais que ce soit vraiment nostalgique. En effet, en 2004, j'entrais au collège, donc je n'avais plus trop le temps de regarder les dessins animés avant d'aller à l'école, contrairement à la série de 92. Donc au final, je ne connais pas grand chose de la série de 2004, mais je vais lui redonner sa chance et j'espère que vous en ferez de même. Comme Batman est mon super-héros préféré, le meilleur de tous les temps, avec Spider-Man qui n'est pas très loin, je me ferai un plaisir de regarder un jour tous les épisodes de la série de 2004. Voilà, maintenant on passe enfin au top 5 des ennemis méconnus de Batman. Numéro 5. Man-Bat. Alors là, j'avoue, j'ignore totalement sa place et son impact dans le comics. Man-Bat est le tout premier ennemi de Batman dans l'animé bien sûr, c'est lui que Batman affronte en premier, oui vraiment, il apparaît même avant le Joker, on voit Man-Bat dans le premier épisode et le Joker dans le deuxième, et c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un ennemi redoutable, très important, d'ailleurs il apparaît même dans le générique de la série de 2004, c'est pour dire, mais là non, y a pas grand chose. Sérieusement, il apparaît encore moins que Rupert Thorne, et je suis sûr que vous savez même pas qui c'est ce mec. Alors ce n'est pas parce qu'il s'appelle Rupert qu'il a joué dans Harry Potter, et malgré son nom de famille, il n'est ni conducteur ni politicien. Et des fois il tourne à gauche, et des fois il tourne à droite, enfin bref on s'en fout. Mais c'est vrai que quand t'es le premier ennemi qui apparaît à l'écran, avant le Joker j'aurais pas de bordel de merde, et quand tu t'appelles Man-Bat, on s'attend un minimum à avoir quelque chose de super cool qu'on reverra régulièrement. Et ben là non, que dalle. Parce que c'est vrai, en plus, Man-Bat, on pourrait penser que c'est donc LA Némésis de Batman, une sorte d'entité opposée et proche en même temps, genre avec Spider-Man qui a Man-Spider. Et là on a donc Batman qui est un homme déguisé en chauve-souris, et Man-Bat qui est donc une chauve-souris déguisée en homme. Ouais non, c'est pas tout à fait ça en fait. Le professeur Kirk Langstrom crée un jour une potion qui le transforme, devenant ainsi une créature mi-homme, mi-chauve-souris. Mais cette potion devient comme une drogue pour lui et ne peut plus s'en passer. Sous forme de chauve-souris géante, il commet donc des vols, ayant besoin de plusieurs produits pour survivre, entre guillemets, tout en effrayant quiconque croisant son chemin parce que c'est toujours drôle. A noter qu'il est accompagné de sa femme, Francine, et du père de celle-ci qui vénère les chauves-souris et qui prévoit l'extinction de la race humaine contrairement à celle des chauves-souris. Voilà donc grosse ambiance. Tout ce beau monde étudie les chiroptères, les chauves-souris, comme par hasard. Les deux personnages sont au courant de la transformation du professeur Langstrom, ont essayé de le soigner, mais en vain. Batman, accusé à tort, se confronte à Man-Bat, parvient à le maîtriser et même à le guérir comme par hasard, alors que les deux autres scientifiques avaient échoué, je le rappelle. Voilà, donc peut-être le thème sous-jacent de la drogue, comme quoi consommer de la drogue nous fait devenir une chauve-souris géante, et encore heureux qu'il ne venait pas juste de déménager. Kirk Langstrom fait sinon une très courte apparition un peu plus tard,
sous sa forme humaine, où il aide Batman à retrouver un fou furieux qui a enlevé Selina Kyle, alias Catwoman. En effet, ce dégénéré est un ancien collègue du professeur Langstrom et utilise la même substance qui a transformé Kirk en Man-Bat. Et cet épisode est dérangeant. Bon, pas autant que Mr. Babadook évidemment, mais quand même. Il traite des manipulations génétiques et donc des crimes contre nature. Oui, parce que déjà se transformer en animal, c'est pas cool, mais si tu transformes un être humain en animal contre son gré, ça l'est encore moins. Non franchement, même si ça améliore tes capacités, que tu deviens plus fort et tout, qui accepterait, sérieux? Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour qu'on en soit d'accord de se transformer en animal? Mais ça va pas la tête? C'est pour le travail. Bon, si c'est pour le travail. Et enfin, dernier épisode, une chauve-souris géante refait surface, donc forcément le docteur... non, le docteur Langstrom, voilà, merci. Et le suspect numéro 1, et en plus il ne se souvient de rien, donc il se met à se poser beaucoup de questions. L'antidote de Batman a-t-il marché, etc. En tout cas, sa femme Francine commence à ne plus le supporter. Ah, les femmes fidèles. Enfin bon, si l'on met de côté la haine naturelle et légitime que l'on éprouve pour les femmes, en extrapolant, et uniquement dans ce cas, parce que sinon les femmes restent de belles... on peut voir une allusion à la maladie et à la réaction des proches. Ah, c'est vrai que quand t'as une saloperie, genre le cancer, bah c'est pas facile à vivre, aussi bien pour toi que pour tes proches. Et certains malades deviennent ingérables. Et ceci n'est pas une attaque dirigée contre les personnes atteintes d'une maladie, mais c'est vrai que c'est très éprouvant, finalement plus mentalement que physiquement, et il n'y a pas de coupable dans l'histoire. Si t'es malade et que t'as besoin de soutien, c'est normal, mais si t'es un proche et que tu craques parce que tu ne sais plus quoi faire, bah c'est normal aussi. Il y a également la question jusqu'où l'être humain peut-il jouer à Dieu et toutes les conneries que ça implique, surtout quand on est rempli d'orgueil et de rage, mais bon, il faut que vous voyez l'épisode pour comprendre. Enfin bref, Man-Bat n'est pas l'ennemi le plus méconnu, c'est vrai, mais bon, je fais ce que je veux. Et à noter que Man-Bat est l'un des seuls ennemis à ne jamais aller en prison. Et oui, commettre des vols ou envoyer des gens à l'hôpital, c'est légal. Voilà, le minimum pour aller en prison, c'est le meurtre. Bien. Numéro 4. Hardak. Alors ça, c'est un ennemi qui va plaire à tous les fans de science-fiction et en particulier les fans d'intelligence artificielle. Hardak est un ordinateur conçu par Carl Rossum qui crée des androïdes et même des doubles d'êtres humains qu'il tente de remplacer par des duplicants d'ailleurs. Alors si le début est assez apocalyptique avec des changements de voix et de nom, comme Carl qui un coup s'appelle Mark ou encore Hardak nommé au début Audra, comme Audra l'exploratrice, ça s'arrange avec une âme de silicone que je trouve plus intéressant avec le double de Batman. Ouais, parce que les épisodes Cœur d'Acier ne sont pas mes préférés, surtout que Les Robots et moi, c'est comme La Logique et Christine Boutin, c'est une chose à laquelle la personne ne prête aucun intérêt. Non mais sinon ça propose des thématiques intéressantes avec le robot qui cherche la perfection, parce que l'être humain, lui, ne l'est pas. L'erreur est humaine, comme on dit, et ça peut notamment provoquer la mort, involontaire ou non. Voilà, donc tout ça c'est intéressant, et en plus la série se permet même de rendre hommage à un animé que j'adore. Mais c'est encore plus intéressant avec le double de Batman. La quête d'identité du duplicant et l'humanité que peut avoir celui-ci. Oui, parce que c'est bien beau de créer un double robotique plus fort que l'original, mais c'est un double justement, et pour créer ce double, il faut bien une base. Or, Batman est un humain qui ne tue pas les autres et... bah enfin vous verrez quoi. Bon, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais jusque-là c'était des ennemis qui ne m'éclataient pas plus que ça. Mais à partir de maintenant, on passe à du lourd qui envoie du pâté avec... en... numéro 3... le ventriloque. Oui, je sais, les fans de l'homme chauve-souris connaissent très certainement ce méchant et doivent même se demander pourquoi je l'intègre dans le top des ennemis méconnus de Batman, en arguant en plus qu'il a été cité dans le point culture de Link the Sun. Oui, c'est vrai. Lynx a effectivement évoqué le ventriloque. Mais il ne faisait pas partie de son top 20. Bref, j'adore ce méchant. Franchement, c'est vraiment l'un de mes ennemis préférés tellement il est complexe et psychologique. Oui, parce que pour ceux qui n'ont jamais vu la série... bah déjà ils peuvent se pendre, mais Batman c'est pas manichéen, c'est pas juste le gentil qui bat le méchant, pouf youpi c'est génial. Bon ça peut arriver, mais des fois le méchant peut s'échapper et donc ne pas aller en prison, des fois il peut être libéré mais finir par replonger, et à cause de la société montrant que nous ne valons pas mieux que les criminels, avec nos esprits fourbes, orgueilleux et moqueurs, des fois le méchant peut réellement pas venir à s'intégrer, etc. Et le ventriloque passe un peu partout. Bon déjà petite présentation du personnage, Wesker de son prénom Arnold, ne pas confondre avec Arnold Schwarzenegger, est un gentil monsieur qui tient constamment une marionnette dans sa main qui s'appelle Scarface. La marionnette s'appelle Scarface, pas sa main. Et effectivement, ce nom a bien été choisi par rapport au film, Al Pacino, Mafia, tout ça. Je veux dire, on peut difficilement faire plus subtil. Tu fais le voyou, je t'allume avec la Kalachnikov ou avec le 1143.
Mais vous allez me dire, bon, un ventriloque et sa marionnette, bon, c'est un petit criminel de merde, tout gentil, qui essaye juste d'être original. Eh bien, détrompez-vous, ce mec souffre de dédoublement de la personnalité. Non, attendez, je vais refaire. Il souffre d'un dédoublement de personnalité. Non, je vous dis, il souffre d'un dédoublement de personnalité. Mais c'est pas possible, vous comprenez rien. Il souffre d'un dédoublement de personnalité. Non, parce que vous avez peut-être en tête un petit mec qui fait quelques dizaines de vues sur YouTube et qui prétend avoir plusieurs personnalités, mais c'est rien à côté du ventriloque. Bon, évidemment, Scarface ne se déplace pas tout seul, mais Arnold et lui, ce sont vraiment deux personnes complètement différentes. Scarface dort, crie quand il est en danger, est même prêt à tuer Arnold. Et Scarface est censé être la marionnette, mais c'est tellement vicieux que c'est finalement Arnold le pantin. Et le vice va tellement loin qu'il y a un passage qui me fait trop penser à Death Note, avec Light Yagami qui perd la mémoire, puis qui la retrouve et son plan s'est passé comme prévu parce qu'il savait qu'il agirait comme ça, donc il s'est manipulé lui-même. Et ben là, c'est pareil, Enfin, je veux pas vous en dire trop, mais je conseille vraiment de regarder les épisodes avec le ventriloque. Il est juste génial. Numéro 2. Le roi du temps. Temple Fugate est un obsédé du temps. Bah, vous devez connaître ce genre d'individu stressé, qui a des horaires extrêmement précis, qui est complètement perdu s'il n'a pas pris son café à 8h très exactement. Voilà. Bah lui, c'est pire, c'est genre 7h je me réveille et dehors il fait clair. 7h05 je fais mon petit popo, 7h08 je me brosse les dents, 7h10 je prends mon petit déjeuner, 7h23 je sors de chez moi, 7h30 j'arrive sur le quai du métro et comme d'habitude le métro arrive avec 1 minute et 34 secondes de retard, etc. Et je n'exagère rien, ce mec est vraiment réglé comme une horloge. Tiens d'ailleurs devinez où il combat Batman à la fin. Bon alors, Temple Fugate en a après Hill. Non, pas cette île-là, ni encore moins elle, ni même elle, je parle de Hill. Mais non, pas elle non plus, je parle de lui. Mais non, Bon, ce personnage, le maire Hill, voilà. Donc, il rencontre Hill, vous suivez toujours? Ouais, ça va pas être simple. Bon, je vais utiliser des mots simples parce que vous êtes un peu con. Donc, Fugate rencontre le futur maire, alors avocat à l'époque. Bon, même si en fait il prend le train avec lui depuis 1 an, 7 mois et 30 jours, et je n'invente toujours rien, et aujourd'hui Fugate est encore plus stressé que d'habitude parce qu'il a rendez-vous au tribunal. Hamilton Hill, qui est donc dans le milieu, lui donne des conseils, lui dit de changer ses habitudes, de se détendre, etc. Ce que fait Fugate, un peu résigné, il prend sa pause, mais tout ne se passe pas comme prévu, et il n'arrive pas à l'heure au procès, ce qui fait qu'il l'a perdu, qu'il est ruiné, et il devient complètement fou suite à ça. 7 ans plus tard, il est de retour Pour vous jouer un mauvais tour et se met à saboter la campagne du maire qu'il juge responsable. Oui, il est un peu rancunier, mais c'est quelqu'un qui a des convictions et qui s'y tient. Et ce méchant est absolument génial. Avant, il était stressé, mais maintenant, il a confiance en lui, ce qui le rend redoutable, parce qu'il maîtrise totalement les éléments qui l'entourent, il joue avec. Et d'ailleurs, dans le 2e épisode, il joue carrément avec le temps, grâce à une machine, et en a toujours après le maire. Oui, il ne lâche pas l'affaire. Hormis le fait que cet épisode devrait rappeler Lucie par rapport au temps, il aborde une thématique néanmoins somme toute classique, mais qui marche toujours. Une même invention, selon les mains dans lesquelles elle se trouve, peut servir à faire le bien ou le mal. Et c'est vrai que si cette machine existait, on en ferait des choses. Bref, le roi du temps porte extrêmement bien son nom, c'est un de mes ennemis préférés et il est à voir absolument. Ah, et puisqu'on parle de temps, je me sens obligé de faire une référence. Et numéro 1, préparez-vous à accueillir la némésis de Batman, l'ennemi le plus effrayant, le plus redoutable. Accueillez Baby Doll. Oui, je sais, vous pensez qu'il est vraiment temps pour moi de faire un gros stand-by et de me reposer mieux que ça, mais sérieusement, Baby Doll est une adversaire des plus touchantes qu'il m'ait été donné de voir. Je ne sais pas si cette phrase avait un sens. Marie-Louise Dalle, contrairement à ce que l'on peut croire, n'est pas une petite fille. C'est une adulte atteinte d'hypoplasie systémique, à vos souhaits, ce qui l'empêche de grandir. Elle conserve l'apparence d'une enfant alors qu'elle a maintenant plus de 30 ans, mais son cerveau en revanche s'est développé normalement. Ce qui est donc l'exact contraire de Zaya, puisque malgré son apparence est en réalité une gamine et son cerveau, lui, ne s'est pas développé. Bref, Baby Doll se lance dans la comédie, et rencontre un vif succès en devenant l'actrice principale de la série télé Un amour de bébé, une série comique, où elle est connue pour sa phrase récurrente « Je l'ai pas fait exprès ». Bah, vous connaissez ce genre de personnage qui a une phrase fétiche et qui fait généralement bien marrer.
Enfin, bref, nom de Zeus, c'est bon, c'est retenu, fuck you, c'est la faute des immigrés, etc., etc. Si la série marche bien, au bout d'un certain temps, elle commence à perdre de l'audience. Là aussi, c'est une scène classique qu'on peut retrouver dans la vraie vie. Y a qu'à regarder certains animés japonais, c'est très drôle au début, puis au bout d'un moment, ça commence à s'essouffler. Donc, pour pallier à ça, les producteurs décident d'introduire un nouveau personnage, mettant en scène le cousin de Baby Doll, mais celui-ci, pour l'anniversaire du personnage de Baby Doll, plonge sa tête dans le gâteau et finit même par lui voler la vedette. Suite à quoi, furieuse, elle quitte la série, se lance dans le théâtre, mais sa carrière ne décolle pas et elle finit par tomber dans l'oubli. Beaucoup plus tard, elle décide de se venger en kidnappant les comédiens qui jouaient les membres de sa famille, allant même jusqu'à retrouver le chien mort pour l'empailler et le faire participer lui aussi. Oui, c'est une véritable psychopathe, et décide de refêter son anniversaire à sa manière. Bon, dit comme ça, vous devez penser que c'est pas la méchante du siècle, que c'est juste une folle superficielle, qui a un but pourri, que limite le fait qu'elle ressemble à une gamine, on s'en fout et tout, mais regardez l'épisode jusqu'au bout, et la dernière minute vous fera changer d'avis. Bon, alors là, je sens qu'il y a des petits malins qui vont sortir. Bah, la dernière minute de l'épisode, c'est le générique de fin, non ? Non mais en fait, l'épisode commence très bien puisque Baby Doll dit que les grands frères ne doivent jamais être méchants avec leur petite sœur. Et c'est vrai. Tiens d'ailleurs à ce propos, je suis toujours à la recherche d'une petite sœur, donc s'il y a des candidates, n'hésitez pas à me contacter les filles, je suis toujours très... Non, vraiment, cette dernière minute ne vous laissera pas indifférent. Sauf si vous n'avez pas de cœur évidemment. Mais si vous avez même les larmes aux yeux, ce ne sera pas étonnant. Bon, je ne peux pas vous spoiler, mais sachez juste que Baby Doll se rend dans un parc d'attractions et se retrouve au milieu de miroirs déformants. Voilà, j'espère avoir assez attisé votre curiosité pour que vous vous mettiez à regarder cet épisode, parce que perso, avec cette fin, j'ai adoré le personnage. Si je devais faire un top 5 de mes ennemis de Batman préférés, Baby Doll y serait. C'est pour vous dire à quel point elle m'a marqué. Alors forcément, après un tel impact, quand j'ai vu que Baby Doll réapparaissait dans un épisode des Nouvelles Aventures de Batman, j'étais mitigé. D'un côté, j'étais trop content de la revoir, et de l'autre, j'aurais bien voulu que son apparition dans la série animée reste sa seule apparition, parce que ça la rendait unique. Enfin bon, au final, je suis très heureux, le deuxième épisode est excellent, donc c'est parti. Quelques années plus tard, Baby Doll a trouvé un travail, mais la vie n'est parfois pas facile. Hormis le fait que l'on ne retransmet pas un procès à la télévision, Baby Doll est séduite par Killer Croc car elle le comprend, elle aussi étant différente. Entre guillemets bien sûr parce que personne n'est différent. Elle le libère tout en mettant sérieusement sa vie en danger quand même, et tous deux s'allient comme le prince, formant un duo de choc, Baby étant le cerveau et Croc les muscles, et donne beaucoup de fil à retordre à Batman et Batgirl. Mais évidemment ce partenariat ne durera pas, car si Baby Doll aime Killer Croc, lui en revanche n'éprouve rien pour elle et ne pense qu'à une chose, sans compter le fric, la larguer. C'est bien les hommes ça. Ils sont là 1 minute après, ils n'y sont plus, salauds, tiens. Ce qui fait d'ailleurs penser au premier épisode de la saison 2 de la série animée, le cirque infernal ou Sideshow en version originale, où Killer Croc est accueilli parmi des personnes différentes entre guillemets, mais malgré ça, où il aurait pu se tenir tranquille, il faut qu'il déconne. Comme quoi... Quand on est con, on est con. Bref, alors déjà je pense qu'on peut y voir une métaphore des personnes discriminées, et en particulier les homosexuels. Tu remplaces Baby Doll par un gay et... Par un gay, j'ai dit... Merci. Et tu as un schéma classique de l'homosexualité. La personne veut juste s'intégrer, elle ne demande à rien d'autre, mais il y aura toujours des cons pour venir faire chier. Le fait qu'elle soit différente, entre guillemets, mais aussi et surtout, j'ai même envie de dire, le fait qu'elle dise qu'elle n'est pas malade. En effet, certaines personnes, abruties, perçoivent l'homosexualité comme une maladie et les homosexuels se justifient en affirmant qu'ils ne sont pas malades. Genre comme s'ils avaient un cancer de l'hétérosexualité. Donc forcément, l'homosexualité est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc il n'est pas étonnant que je surkiffe cet épisode. Et j'éprouve une entière compassion pour Baby Doll. J'ai une très grande affection pour elle, et c'est vrai que j'ai juste envie de la voir heureuse. Bref, Baby Doll, un génie du crime extrêmement touchant et profond, qui mériterait d'être largement plus connu. Et je reviens sur un point que j'ai évoqué. Oui, j'ai bien parlé d'amour. Vous pensez ce que vous voulez, Baby Doll aime un crocodile, ça donne ça, et Killer Croc, s'il aimait une gamine, ça donnerait ça, mais moi, j'accepte. Comme je vous l'ai dit, j'ai juste envie de la voir heureuse. Et même si, personnellement, je ne suis pas fan de Killer Croc, eh bien, les sentiments qu'éprouve Baby Doll pour lui étant authentiques, j'approuve totalement, et j'aurais bien voulu que ce couple dure. Voilà, c'est donc sur cet instant poignant que s'achève cette vidéo. Partagez-la, regardez les autres tops, abonnez-vous à la chaîne, et bonne rentrée tout le monde. Ciao ciao ciao.